Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour le top 15 shonen. Contrairement aux autres tops, il n'y a pas 25 mangas qui seront présentés dans ce top. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous conseille d'aller les voir sur la chaîne. Il y a un top pour les seinen, pour les one-shots et pour les mangas courts. Et donc moins de mangas dans cette vidéo parce que il y a moins de shonen dans ma collection. C'est historiquement par les shonen que j'ai commencé, mais c'est pas par les shonen que j'ai continué. Ce qui fait que vous allez retrouver beaucoup de titres assez classiques dans ce top 15, mais des mangas qui sont tout de même chers à mon cœur. Avant d'énoncer quelques règles et de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les abonnements récents. On a dépassé les 3000 abonnés et ça continue d'augmenter, donc c'est vraiment ça, c'est gratifiant. Je suis vraiment très content. Mais aussi, je tiens à remercier les personnes qui ont rejoint le Discord qui a été récemment créé. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 90 et je suis vraiment ravi de pouvoir avoir cette plateforme pour discuter plus facilement avec vous et aussi tous les jours sans qu'il y ait une vidéo qui sorte ou sans qu'il y ait un post Instagram qui sorte. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Comme je vous le disais, quelques règles avant de commencer la vidéo. La première règle, c'est qu'il y aura 2 mangas maximum par auteur. La deuxième règle, c'est que ça doit être une série en plus de 5 tomes, sinon elle aurait figuré dans la vidéo top 25 manga court. La troisième règle, c'est que si l'œuvre figure sur Manga Collect, elle peut faire partie de ce classement. Et enfin, c'est vrai que j'en parle jamais, mais je vois quelques commentaires des fois circuler sur les vidéos des tops. C'est mon propre top, c'est-à-dire que c'est totalement subjectif. C'est pas parce que le manga de votre cœur n'y est pas que c'est un mauvais manga ou que je l'aime pas. C'est tout simplement des fois que je l'ai pas lu ou peut-être que je l'ai moins apprécié que vous. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre votre top en commentaire. Comme ça, on peut voir aussi un petit peu les différences et ça peut aussi me faire découvrir des mangas que je connais pas. Pour établir ce top 15, j'ai fait une notation comme sur les précédentes vidéos. Les critères ont un tout petit peu changé. On va avoir toujours le dessin sur 15 points, l'écriture sur 15 points, donc ça comprend le développement des personnages, la mise en scène, le scénario sur 10 points. Et j'ai décidé de remplacer l'édition, puisque je trouve qu'il y a quand même moins d'intérêt sur les éditions niveau shonen, en tout cas c'est pas ça qui va me faire forcément acheter un manga, parce que j'ai appelé l'attache. Souvent, les shonen, ça va être des mangas que j'ai lus peut-être un peu plus jeunes ou plus récemment. Et du coup, il va y avoir de la différence sur de la tâche. Un manga que j'ai lu plus jeune, qui m'a accompagné toute ma vie, va avoir plus de points, donc va plus se rapprocher des 10 points, qu'un manga que j'ai lu récemment, ou peut-être que je compte pas forcément relire dans les prochaines années. Et ça me semblait être un critère super important pour pouvoir noter les shonen. Et je vous propose tout de suite de commencer avec quelques mentions honorables. C'est parti. Alors je le considère même pas comme une mention honorable parce que je l'ai pas mis dans mon top par choix. Il en fera très certainement partie l'année prochaine, mais j'ai décidé de ne pas faire figurer Slam Dunk, tout simplement parce que pour l'instant il y a que 5 tomes qui sont sortis je crois, et je trouve que j'ai pas encore lu tout le potentiel de cette œuvre, tout ce que j'en entends de bien en tout cas. J'ai beaucoup aimé les 5 premiers tomes, et j'ai pas encore assez lu pour pouvoir juger l'œuvre à sa juste valeur. Donc plutôt que de le mettre en bout de classement, je me suis dit que j'allais attendre encore un an si je refais un top l'année prochaine, pour qu'il figure à la bonne place où il doit figurer. Juste avant le top 15, on a aussi Tokyo Ghoul, un shonen que j'ai beaucoup aimé, qui est pour moi plus un seinen quand même dans son style, parce que surtout quand on lit le manga, je trouve que c'est assez gore, et il me semble qu'au Japon, c'est considéré comme un seinen, mais ça a été classifié en shonen en France pour pouvoir mieux se vendre à l'époque où ça a été édité. En tout cas, j'avais commencé par l'animé, j'ai ensuite lu le manga, et j'avais beaucoup apprécié cette histoire de ce jeune homme qui se transforme en ghoul. Contrairement au top précédent, Frieren ne figurera pas dans ce top 15. C'est un manga que j'aime beaucoup. Il y a des tomes que j'aime beaucoup et il y a des tomes que j'aime un peu moins. Je trouve que c'est justement cette irrégularité qui empêche Frieren de rentrer dans le top 15. Mais ça reste un manga que j'adore. Et 2 petites découvertes récentes qui figureront pas dans ce top 15, mais qui sont des super découvertes de cette année 2024. Ce sont des shonen français, tous les 2 édités chez Ankama. On a d'un côté Reaper, que j'ai découvert en premier, un shonen un petit peu post-apocalyptique, mais avec beaucoup d'humour, avec vraiment ce style à la française qui m'a fait encore plus aimer les mangas français que je connaissais très peu avant de lire Reaper, mais aussi Space Punch, un manga encore une fois français qui mêle boxe et super pouvoirs, et j'ai beaucoup aimé la façon dont a été amené le twist des super pouvoirs. Aujourd'hui ce sont tous les 2 des mangas en 4 tomes, ce qui fait que j'attends 1 ou 2 tomes de plus pour pouvoir les faire figurer dans un classement de top shonen. Parlons maintenant de la 15e place avec Neon Genesis Evangelion. C'est une œuvre originale par Kara et un manga de Yoshiyuki
Sadamoto. C'est édité chez Glénat et moi je possède la Perfect Edition qui est terminée en 7 tomes. De quoi ça va nous parler? Évangélion. En fait, en l'an 2000, il y a un astéroïde qui a touché la Terre, ça s'appelle le Second Impact, et ça a décimé la moitié de la population. Et on va faire un bond dans le temps, 15 ans après. On va suivre le personnage principal de l'histoire qui s'appelle Shinji, qui va très vite se retrouver mêlé à cette guerre contre les extraterrestres qui ont débarqué sur Terre. Il va être missionné par son père pour piloter ce qu'on appelle les Évangélions, ou Eva, qui sont des grands robots capables de rivaliser avec les anges, qui sont les extraterrestres qui ont débarqué sur Terre, pour aller retrouver le premier ange qui s'appelle Adam. Et à partir de là, on va suivre l'histoire de Shinji, mais aussi d'autres adolescents comme lui qui ont été missionnés pour piloter des Eva. Alors moi, comme vous le savez peut-être, la science-fiction, c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais quand Glénat a annoncé cette Perfect Edition, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer de découvrir quand même ce manga qui me paraît assez culte, puisque j'en entendais beaucoup parler. Et donc j'ai pris le tome 1 et j'ai été assez vite conquis, déjà par cette édition qui est magnifique. Bon, je vais pas la noter du coup dans cette vidéo, mais aussi par les dessins, je trouve qu'ils rendent vraiment honneur au manga. On a vraiment l'impression que l'action se situe dans une terre post-apocalyptique. La mise en scène est pas mal aussi, puisque on a ces scènes d'action, ces scènes de combat, mais aussi des parties un petit peu plus tranches de vie, où le héros va beaucoup se remettre en question, même un peu trop. Et globalement, je trouve que l'histoire se tient bien sur les 7 tomes. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi ça reste une bonne œuvre de science-fiction, et une œuvre qui m'a introduit d'ailleurs à ce genre. J'ai lu d'autres œuvres de science-fiction depuis, et je pense justement que c'est un bon manga pour commencer dans ce genre-là. Après, encore une fois, je suis pas un connaisseur de science-fiction, mais du peu d'œuvres que j'ai lues, en tout cas, celle-là me paraît bien pour commencer. Au niveau du dessin, j'ai mis un 12,5 sur 15. Au niveau de l'écriture, ce sera un 10 sur 15. Pour le scénario, j'ai mis un 6,5 sur 10. Et pour la tâche, j'ai mis un 5 sur 10. C'est un manga que j'ai découvert assez récemment, donc pas énormément d'attaches non plus, ce qui fait un total de 34 points. À la 14e place, on va retrouver A Silent Voice. C'est écrit et dessiné par Yoshitoki Oima, et c'est édité chez Kiyun et terminé en 7 tomes. L'histoire va être autour du personnage de Shoko, qui est une jeune fille sourde et qui va être transférée dans une nouvelle école. Malheureusement, elle va subir les persécutions des autres élèves, et surtout d'un en particulier qui s'appelle Shoya. Il va d'abord l'agresser verbalement, puis physiquement. Il va être vraiment horrible avec elle, jusqu'à ce que ça devienne trop et que la situation se retourne un petit peu contre Shoya. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler l'œuvre, mais je pense que c'est le premier manga que j'ai lu et visionné aussi, parce qu'il y a un film d'animation très bon sur le thème du handicap, et je trouve que ça l'aborde d'une manière très touchante, mais aussi sans fioriture. On n'en fait pas des caisses, et c'est ça qui paraît naturel dans The Silent Voice, c'est ces relations humaines, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que peuvent subir des personnes en situation de handicap, ce genre de brimade. Mais on a aussi cette vision de Shoya qui lui fait ses brimades parce que il va pas comprendre le handicap. Et on va aussi voir cette double vision de, dans un premier temps, c'est Shoko qui se fait harceler, et puis après, comme je vous l'ai dit, ça se retourne. Donc lui aussi va voir ce que c'est se faire harceler. Et c'est ça que j'ai trouvé fort dans ce manga, mais aussi les personnages sont très bien écrits, les deux personnages principaux. Shoko, c'est un personnage qui va beaucoup nous marquer à la lecture. Donc voilà, je vous conseille de le lire, mais aussi de regarder le film d'animation. Pour le dessin, j'ai mis un 9 sur 15, c'est pas la force de Silent Voice. Les dessins sont assez simples. Pour l'écriture, j'ai mis un 12 sur 15 parce que pour moi, c'est là que se situe la force de ce manga, justement dans le développement de ces personnages, mais aussi sur cette mise en scène avec le harcèlement qui se retourne. J'ai mis 7 sur 10 pour le scénario et un 6,5 sur 10 pour la tâche, ce qui nous fait un total de 34 points et demi à la 14e place. 13e position pour Bakuman. C'est un manga de Takeshi Obata au dessin et Tsugumi Oba au scénario. Vous les reconnaissez parce que c'est le dessinateur et le scénariste de Death Note, mais aussi de Platinum End. D'ailleurs, on va peut-être les retrouver un petit peu plus loin dans ce top. C'est édité chez Kana et c'est terminé en 20 tomes. Bakuman, c'est tout simplement un manga sur le manga. On va suivre deux personnages, l'un qui est très doué pour le dessin et l'autre qui est très doué pour écrire des scénarios. Et ils vont décider de s'allier pour écrire le meilleur manga qui existe. Et sauf que pour arriver à ce but-là, il faut passer par le monde de la prépublication, et c'est là que le manga va prendre tout son intérêt. On va suivre pendant 20 tomes les joies et les peines de nos deux personnages qui vont tenter de faire le meilleur manga jamais édité, mais qui vont bien sûr pas y arriver si facilement, parce que parfois un manga ça marche et parfois ça floppe. Et surtout c'est un univers plein de concurrence aussi, puisque comme vous le savez, dans des magazines de prépublication comme le Shonen Jump, il y a des classements qui font que les mangas qui sont tout en haut du classement vont continuer à être prépubliés dans le Shonen Jump, mais les mangas qui sont tout en bas du classement vont être en danger et vont finir par s'arrêter s'ils restent dans les bas-fonds du classement. Pour moi, Bakuman, c'est un indispensable si le monde du manga vous intéresse et si vous voulez un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Je vous conseille pas forcément de le lire dans vos premiers mangas, mais justement après avoir lu
pas mal de mangas. Ça permet de choper déjà les références qu'il y a dans Bakuman, mais aussi de bien comprendre comment ça fonctionne sans être trop perdu. Après, la force de Bakuman, c'est que ça explique très bien. Il y a beaucoup de textes pour expliquer, parfois trop de textes d'ailleurs. Et surtout, on sent que les auteurs ont fait un manga un petit peu autobiographique parce que, comme eux, il y a un dessinateur et un scénariste. Ils sont pas toujours d'accord dans leur choix et ils doivent affronter d'autres auteurs qui sont parfois plus talentueux qu'eux au moment T en tout cas, mais aussi qui ont plus de succès qu'eux sur certains mangas. Même si ce n'est pas mon manga préféré, mais que je l'adore, attention, je le considère tout de même comme un indispensable. Pour moi, si vous êtes fan de manga, c'est quand même bien d'avoir lu Bakuman pour comprendre tous les rouages entourant le monde des mangas. J'ai mis 10 sur 15 pour le dessin. Alors j'adore les dessins de Takeshi Obata, mais ils sont pas énormément mis en valeur dans Bakuman parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de texte, donc les bulles prennent beaucoup de place et on a moins de dessins. J'ai mis 12,5 pour l'écriture. Voilà, je trouve les deux personnages principaux vraiment bien écrits, mais aussi tous les personnages secondaires qui ont vraiment leur importance, que ce soit les autres auteurs ou les éditeurs qui vont les accompagner. 7 sur 10 pour le scénario et 5,5 sur 10 pour la tâche, qui nous fait un total de 35 points sur 50. À la deuxième position, on retrouve Kaiju Number 8. C'est édité chez Crunchyroll et c'est écrit et dessiné par Naoya Matsumoto. C'est une série actuellement en cours en France, et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 12 tomes de sortie. Comme l'indique son titre, Kaiju Number 8, ça va nous parler de kaiju, mais pas que. On va être dans un Japon où les kaiju, donc des gros monstres, font régulièrement leur apparition, et il y a une équipe qui s'appelle les Forces de Défense, qui est chargée de contrer ces kaiju et de les tuer. Mais nous, c'est pas cette équipe qu'on va suivre, c'est Kafka Ibino qui lui fait partie d'une autre équipe qui, elle, est chargée de ramasser les cadavres de kaiju, donc un petit peu moins glamour. Kafka, lui, il rêve d'intégrer un jour les forces de défense, sauf qu'il arrive à la trentaine, qu'il a déjà passé l'examen plusieurs fois, qu'il a échoué, donc il commence à plus trop y croire. Sauf qu'à un moment, il va faire la rencontre d'une mystérieuse créature, d'un mini kaiju, qui va s'introduire en lui et lui permettre de se transformer lui-même en kaiju, un kaiju qu'on va appeler Kaiju numéro 8. Si vous me suivez, vous savez que je parle assez souvent de Kaiju Number 8 puisque le rythme de publication est assez bon, donc on en parle peut-être une fois tous les 2-3 mois. C'est un shonen bonbon. Pour moi, c'est une lecture que j'adore faire dès qu'elle sort. Je pense que le fait que le héros ait la trentaine, ça fait que j'arrive mieux à m'identifier justement à ce héros. Et c'est très bien dosé au niveau de l'humour, au niveau des combats, de l'action. Je trouve le dessin de Naoya Matsumoto vraiment efficace. Je l'avais déjà trouvé efficace dans son autre œuvre, Pochi and Kuro. Et on a pas mal de personnages, mais tous ont de la profondeur. On va avoir droit à des flashbacks pour pas mal d'entre eux, pour mieux comprendre comment ils en sont arrivés là. Et le héros arrive à être un personnage comique, mais des fois un personnage hyper badass, surtout quand il va se transformer en kaiju. C'est un shonen assez récent, mais qui pour moi fait partie des meilleurs shonen en cours actuellement. On est déjà à 12 tomes, et je trouve que ça se maintient très bien au niveau du rythme. Je me fais pas la réflexion de ça devrait bientôt s'arrêter parce qu'on va se lasser. Faut pas que le manga fasse 50 tomes non plus, mais pour l'instant, au 12e tome, je me lasse pas du tout. Au dessin, j'ai mis un 11,5 sur 15 à Kaiju Number 8. Pour l'écriture, ça sera un 11 sur 15, un 6,5 sur 10 pour les scénarios et un 6,5 sur 10 également pour la tâche, qui nous fait un total de 35 points et demi sur 50. 11e position pour un autre manga classique, One Punch Man. C'est édité chez Kurokawa et c'est scénarisé par One et dessiné par Yusuke Murata. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a actuellement 29 tomes sortis en France. Le pitch de base est très simple et c'est ça qui fait la force du manga. On va suivre le personnage de Saitama, avec qui on partage la même coupe de cheveux d'ailleurs. Et Saitama, il est trop puissant. Il est tellement puissant en fait que tous ses ennemis, il va les battre d'un seul coup de poing. Et en fait, c'est juste ça, le pitch de l'histoire. Bien sûr, il y a plein de choses derrière, mais moi, quand on m'a parlé de One Punch Man dans un premier temps, je me suis dit, comment on va faire un manga avec un gars qui va battre tous ses ennemis en un coup de poing? C'est quoi l'intérêt en fait? L'intérêt, il va se situer autour de Saitama, déjà qui est un personnage... en plus d'être très puissant, il est aussi très drôle. Il va agir avec tellement de nonchalance sur sa puissance que ça va créer des scènes très très comique, mais aussi parce que dans One Punch Man il n'y a pas que Saitama, il y a plein d'autres personnages, dont Genos qui est un cyborg qui va se prendre de passion pour Saitama parce qu'il va le voir justement avec toute sa puissance, là où tous les autres personnages ne voient pas que Saitama est puissant. Et on va avoir l'association des héros qui vont être classés soit en rang S, qui sont les plus forts des héros, là où va être classé Genos, soit en rang A, soit en rang B, soit en rang C. Et lui, Saitama, il va être super mal classé dès le début, ce qui fait que ça va créer de la frustration, mais une frustration très comique. On va aller voir au fur et à mesure de l'histoire
affronter toutes sortes de monstres, mais aussi rencontrer plein d'autres héros de rang S, mais aussi des autres rangs. Donc on va avoir cette multitude de personnages, tous vont avoir leur propre personnalité et leur propre design, qui fait que moi j'aime beaucoup One Punch Man. Bon là on est dans un arc qui dure depuis peut-être un petit peu trop de temps, mais ça reste aussi une série bonbon. À chaque fois qu'un tome sort, je suis très très content de le lire. Parlons du dessin, j'ai mis 13,5 sur 15 au dessin parce que c'est par Yusuke Murata. Il dessine merveilleusement bien. Il faut savoir que One à la base avait fait ce manga sur internet et c'est lui qui dessinait, sauf qu'il dessine beaucoup moins bien que Yusuke Murata. Et des fois on va avoir pas mal de clins d'œil en fait à la première version de One Punch Man avec des dessins de Saitama très très simples, là où dans des scènes on va le voir hyper badass, très très bien dessiné avec beaucoup de détails. Donc j'aime beaucoup ce duel un petit peu dans One Punch Man. J'ai mis 10 sur 15 à l'écriture. Voilà, c'est un manga où il y a pas mal de personnages qui sont bien développés, mais on va pas se dire que c'est non plus la force du manga. Ça reste quand même un manga sur un gars qui tue tous ses ennemis en un coup de poing. Pareil pour le scénario, j'ai mis un 6 sur 10. Et pour l'attache que j'ai à ce titre, j'ai mis 6,5 sur 10, qui nous fait un total de 36 points sur 50. On entre dans le top 10 avec Demon Slayer. C'est un manga édité chez Panini Manga. C'est terminé en 23 tomes et c'est écrit et dessiné par Koyoharu Gotoge. Ça va nous parler de Tanjiro qui au début de l'histoire voit sa famille décimée par des démons, dont sa sœur Nezuko qui va elle-même se transformer en démon. Sauf que Tanjiro il va pas lâcher l'affaire là et il va tout faire pour que Nezuko redevienne humaine. Surtout que Nezuko a l'air de ne pas être un démon dangereux, en tout cas pour lui. Sur sa route il va rencontrer un pourfendeur des démons qui s'appelle Tomioka, qui va vouloir ôter la vie de sa sœur puisque c'est devenu un démon. Et il va finir par épargner la vie de Nezuko grâce à Tanjiro, qui lui-même va avoir maintenant l'objectif d'être un pourfendeur de démons aussi pour se venger, mais aussi pour trouver une solution pour sa sœur. Pour ça il va suivre plusieurs entraînements et c'est là que commence l'histoire. Dans mon dernier top, Demon Slayer était beaucoup mieux classé que ça, ce qui veut pas dire que j'aime moins le manga maintenant, mais en fait je me suis rendu compte que ce que j'aime dans Demon Slayer c'est surtout son animé. Je trouve que c'est l'exemple parfait où l'animé a redoré le blason du manga, puisque avant que l'animé sorte, il y avait eu une première édition de Demon Slayer en France qui s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit, qui a pas du tout marché, et son animé a permis de considérablement booster les ventes du manga. Et là où l'animé est exceptionnel, le manga est aussi très bon, mais on va voir un petit défaut qui est le dessin, qui est quand même vachement en dessous de ce qu'on peut voir dans l'animé. Et l'animé lui va être sublimé par une bande son exceptionnelle, mais aussi une animation extraordinaire avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de différences par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres animés. Donc Demon Slayer c'est un shonen que j'adore, mais avec une nette préférence pour l'animé par rapport au manga. Ce qui fait que j'ai mis un 9 sur 15 pour les dessins, un 11 sur 15 pour l'écriture, un 7,5 sur 10 pour le scénario. C'est un shonen assez classique mais j'aime bien comment il est constitué, notamment avec les piliers chez les pourfendeurs des démons. Mais ça reste aussi un shonen qui m'a relancé dans ma collection de mangas. Et puis pour la tâche, je vais mettre justement un 8,5 sur 10 parce que c'est un animé et un manga auquel je suis très attaché, qui nous fait un total de 36 points sur 5. À la 9ème place, c'est The Promised Neverland. Au scénario, c'est Kayu Shirai et au dessin, Posuka Demisu. C'est édité chez Crunchyroll et terminé en 20 tomes. L'histoire va se concentrer sur 3 personnages, Emma, Norman et Ray. Ils sont tous les 3 orphelins et résident à l'orphelinat du Gracefield House. Ils ont l'air de passer des jours plutôt paisibles avec d'autres enfants qu'ils appellent même leurs petits frères, leurs petites sœurs. Tout cela sous l'œil bienveillant de celle qu'ils appellent maman, qui est en fait la gardienne de cet orphelinat. Bref, on se dit qu'on se dirige vers une petite tranche de vie paisible avec ces orphelins qui ont l'air d'avoir quand même une belle vie après avoir été abandonnés. Sauf qu'un jour, ils découvrent que cet orphelinat n'est pas un orphelinat et qu'il y a une terrible vérité derrière. Si vous n'avez pas encore lu cette série, je préfère pas vous le dire parce que la révélation justement de ça, c'est un petit peu tout le fil de l'histoire. Mais en tout cas, ça va pousser les enfants à vouloir s'échapper de cet orphelinat. Ça fait quelques années maintenant que j'ai lu ce manga et il me reste toujours en tête. J'avais vraiment adoré le pitch de base, j'avais trouvé ça super intelligent, justement de nous mettre cette atmosphère assez paisible, complètement fracassée par l'intrigue principale du manga. Je sais que certains vont reprocher à The Promised Neverland de pas être très régulier dans ses arcs, avec des arcs avec un intérêt réduit et des arcs avec un fort intérêt. Moi j'ai trouvé ça plutôt régulier tout le long. On va dire que la fin est peut-être un tout petit peu en dessous de ce qu'on peut voir dans le reste du manga, mais vraiment que ce soit l'arc de l'orphelinat ou les 2 arcs il me semble d'après, je les trouve exceptionnels. Et le manga dans sa globalité, j'ai vraiment adoré. Le fait aussi de ne pas avoir qu'un seul personnage principal, même si
Emma est un petit peu au centre du récit. Ça apporte un plus, sachant qu'ils ont tous une personnalité assez différente, que ce soit Norman, que ce soit Ray ou que ce soit Emma. C'est un trio très complémentaire et ça apporte quelque chose à l'histoire, à la construction aussi de cette histoire. Au niveau du dessin, c'est assez atypique. C'est le trait de Posuka Demitsu que moi j'apprécie beaucoup. Ça peut parfois manquer un petit peu de finesse, mais globalement c'est un trait que j'apprécie. Donc je lui ai mis un 10,5 sur 15. Pour l'écriture, j'ai mis un 12 sur 15 pour cette écriture, cette mise en scène très intelligente. Un 8 sur 10 sur le scénario que je trouve très original et qui m'a vraiment surpris pour l'époque, et un 7 sur 10 pour l'attache. Cela nous mène à un total de 37,5 points sur 50. On continue dans les classiques à la 8ème place avec My Hero Academia. C'est une série éditée chez Kiyun, écrite et dessinée par Kohei Horikoshi. C'est actuellement en 40 tomes sortis en France. La série vient de se terminer au Japon, et je pense que ça va faire un total de 42 tomes, donc on est presque à la fin aussi en France. Dans le monde de My Hero Academia, 80% de la population a des pouvoirs qu'on appelle alter. Et d'une part, les super-héros font partie du quotidien, mais en parallèle, il y a aussi des super-vilains qui font partie du quotidien. Et qui dit 80% de la population dit 20% qui n'a pas d'alter. Et parmi ces 20%, il y a le jeune Izuku, qui a grandi avec pour modèle All Might, qui est le plus grand de tous les héros, mais qui malheureusement n'a pas eu d'alter à sa naissance. En tout cas, jusqu'à sa rencontre un jour avec All Might, qui va totalement changer son destin. À la base, j'avais pas pris le train de la hype de My Hero Academia, puisque j'avais l'impression que ça ciblait un public un peu plus jeune, et je m'étais dit, bon, je vais passer mon tour. Puis au fil des avis que je voyais sur internet, mais aussi dans mon entourage, j'étais de plus en plus intrigué par la série, parce que ça avait l'air pas si mal, et ça avait l'air au final de pouvoir cibler aussi des personnes un petit peu plus âgées. Donc j'ai décidé d'emprunter les My Hero Academia qu'un ami à moi avait. À chaque fois qu'un tome sortait, je le prenais, je le lisais. Et puis je me suis dit, c'est quand même vraiment pas mal. Donc j'ai fini par acheter mes propres tomes. Et au fil des arcs, j'ai été de plus en plus conquis par la série, qui prend un tournant vraiment adulte vers la moitié du manga, sachant que la première moitié du manga reste accessible à tout public, mais n'est pas forcément ciblée pour un public très jeune. Et c'est ça qui m'a plu dans My Hero Academia. On a quand même un thème assez classique de base qui est les super-héros, mais avec en parallèle, comme je vous l'expliquais, cette faction des super-vilains qui va prendre de plus en plus d'importance et qui va apporter cette maturité au récit. Moi, c'est un manga que j'apprécie vraiment beaucoup. J'arrive un peu moins à rentrer dans le dernier arc, l'arc final. C'est pour ça que là, il y a le 40e tome qui vient de sortir. Je vais peut-être me relire tout l'arc final avant de le lire pour mieux apprécier. Mais globalement, c'est un très bon shonen et je comprends le succès qu'il a eu. On n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que le dessin est l'une des forces de My Hero Academia. Je trouve que chaque planche est très bien dessinée. Je vois pas trop de défauts en fait au dessin de ce manga. Et en plus, au fil des tomes, on voit une vraie progression dans le trait de l'auteur, ce qui fait que j'ai mis un 12,5 sur 15 au dessin, un 11,5 sur 15 pour l'écriture. On a une multitude de personnages qui vont accompagner la vie de Izuku, et ils arrivent tous à avoir un petit développement, on les oublie pas. Ça, je trouve ça quand même fort. C'est ce qui peut pêcher aussi parfois, et surtout dans le dernier arc, où on va vouloir n'oublier aucun personnage, et on va avoir 40 000 combats en même temps, et c'est ça qui va un petit peu complexifier ce dernier arc. J'ai mis un 7 sur 10 pour le scénario, également un 7 sur 10 pour la tâche, ce qui nous fait un total de 38 sur 50. Encore un classique de chez classique avec Death Note à la 7ème position. On en parlait avec Bakuman, c'est par les mêmes auteurs, Takeshi Obata, Tsugumi Oba. C'est édité chez Kana et c'est terminé en 12 tomes. Il y a aussi un 13e tome qui a plus une valeur de guidebook. Je vous refais rapidement le pitch de Death Note, même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. L'histoire va être centrée autour de Light Yagami qui va un jour voir tomber du ciel un livre noir qui s'appelle le Death Note. Et en fait, le Death Note, dès qu'il va le toucher, il y a un dieu de la mort qui va apparaître qui s'appelle Ryuk et qui va lui dire qu'il y a plusieurs règles, et notamment que s'il écrit le nom d'une personne qu'il a déjà croisée dans ce Death Note, cette personne va mourir. De là, Light Yagami va se prendre au jeu et va se prendre pour un justicier en voulant éliminer les mauvaises personnes. Sauf que vous vous doutez bien, la situation va déraper et une cellule d'enquête va être créée pour essayer de débusquer qui est ce fameux Kira, derrière qui se cache Light Yagami. Bon, Death Note, c'est un des mangas de mon adolescence, ça a une valeur très particulière à mes yeux, et surtout la première partie, avec cet affrontement entre Light Yagami et elle. Je trouve que si on isole cette première partie, on est face à l'un des meilleurs shonen qui existent. Si on rajoute la deuxième partie, qui est quand même nettement en dessous de la première, on est quand même face à un manga qui est globalement très bon et qui aura marqué une génération entière. Je repense aussi à l'anime avec ses musiques très particulières qui nous mettent bien dans l'ambiance. Mais moi, c'est avec le manga que j'ai découvert Death Note, et on est très vite happé dans les réflexions très profondes de Light Yagami, mais en face aussi dans cette tentative de la part de elle, l'enquêteur mystère, de découvrir qui
et Kira. Surtout en étant vite très proche du résultat de Light Yagami qui va peu à peu se rapprocher de elle. Je vais mettre un 12 sur 15 au dessin, mais également un 12 sur 15 à l'écriture. Ce sera un 7,5 sur 10 pour le scénario et un 7 sur 10 pour la tâche, ce qui nous fait un total de 38,5 sur 50. Je pense qu'à la 6ème place, on a affaire à l'une des plus belles remontées depuis le dernier Top Shonen que j'avais fait l'année dernière, et c'est Dandadan. Vous le savez, je vous en parle souvent sur la chaîne, et c'est un shonen qui a su rentrer totalement dans mes shonen préférés très très vite. Et pourtant, j'avais pas été forcément convaincu par les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé, mais en me disant, on verra le 3e tome si je continue ou pas. Et en fait, ça a pris une tournure absolument géniale. C'est écrit et dessiné par Yukinobu Tatsu, c'est édité chez Crunchyroll et on a actuellement 14 tomes sortis en France. Dans Dandadan, on va avoir 2 personnages principaux que sont Momo, une jeune lycéenne qui ne croit qu'aux esprits mais pas du tout aux extraterrestres, et de l'autre on a Ken ou Okarun qui lui ne croit qu'aux extraterrestres mais pas du tout aux esprits. Ils vont décider alors de se lancer un défi. Momo va devoir se rendre dans un hôpital où sont censés apparaître des extraterrestres, et à l'inverse, Okarun va devoir se rendre dans un tunnel où on a entendu qu'il y aurait des esprits. Vous vous doutez bien que les deux vont rencontrer des extraterrestres et des esprits, et que l'aventure totalement rocambolesque qu'on va voir après va se lancer à partir de là. C'est assez difficile de décrire Dandadan, mais c'est un récit totalement déjanté, que ce soit dans son dessin qui est magnifique au passage, avec des doubles planches toutes les 10 pages à peu près, et encore, il y en a de plus en plus j'ai l'impression au fil des tomes, mais aussi grâce à cette romance qu'on perçoit entre les 2 personnages dès le début, qui pourtant n'ont rien en commun, et tous les personnages secondaires qui viennent s'ajouter à leur équipe, à commencer par la grand-mère de Momo, mais aussi Mémé Turbo, et une multitude d'autres personnages. Et ce que j'aime dans Dandadan, c'est que chaque tome est meilleur que celui d'avant. Comme je vous le disais, avec le tome 1 et 2, on démarre quand même sur des chapeaux de roue, mais on se dit est-ce que je vais continuer la série ou pas. Et puis en fait très vite on se dit mais totalement génial ce manga, et surtout j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je lis de moins en moins de shonen parce que très vite je me suis tourné plutôt vers des seinen ou des lectures un petit peu plus niche, et le fait d'avoir un ovni comme ça qui sorte et qui me replonge dans le shonen, ça a été quelque chose de vraiment important, et c'est pour ça que Dandadan est très vite monté dans mon classement, et il y a moyen qu'il monte encore. Si comme moi vous n'aviez pas été convaincu par les 2 premiers tomes, essayez de persister parce que après c'est totalement génial. Pour le dessin, j'ai mis un 13,5 sur 15 vraiment mérité, un 12,5 sur 15 pour l'écriture, un 6,5 sur 10 pour le scénario et un 6,5 sur 10 pour la tâche, qui est vraiment pas mal, qui pour un manga que j'ai découvert à sa sortie en France, donc il n'y a pas si longtemps. On est donc sur un total de 39 sur 50. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu triché sur une des règles qui demandait de mettre que 2 mangas par auteur, mais j'ai une raison. À la 5ème place, on va retrouver Hikaru no Go de Takeshi Obata et Yumi Ota, et non pas Tsugumi Oba, qui fait que techniquement, là où Death Note et Bakuman étaient par le même duo d'auteurs, donc Obata et Oba, là on n'a pas le même duo d'auteurs, puisque c'est Obata toujours au dessin, mais c'est Yumi Ota au scénario. Bon, je vous laisse me dire dans les commentaires si je suis un escroc ou pas. Hikaru no Go, ça va nous parler d'un jeune homme qui va découvrir un jeu de Goban dans le grenier de son grand-père. Et quand il va ouvrir ce jeu de Goban, un esprit va apparaître, celui de Sai, qui est un ancien maître de jeu de Go datant de plusieurs siècles. Et Sai va voir en ce garçon l'opportunité de pouvoir rejouer au Go, sachant que Hikaru n'y connaît rien du tout à ce jeu. Et c'est justement ce pitch de base qui va nous permettre de nous projeter, nous, dans le manga. Parce qu'à la base, moi, un manga sur le Go, j'allais pas naturellement aller vers ce genre de manga. Mais en fait, vu que Hikaru, de ce côté, n'y connaît rien au Go non plus, on va très vite s'identifier à lui parce que nous non plus, on n'y comprend rien. Et il va apprendre petit à petit les mécanismes de ce jeu grâce au conseil de Sai qui, dans un premier temps, va totalement jouer à sa place. Et de notre côté, on n'a pas vraiment besoin de comprendre les règles du Go. Mais ce qu'on va comprendre, par contre, c'est l'intensité de ce jeu et toute l'intelligence et la technique qu'il faut avoir pour pouvoir progresser et devenir petit à petit un champion de Go. Là où Hikaru va s'en foutre un petit peu au début et c'est Sai qui va le supplier pour jouer, il va petit à petit se prendre au jeu et va vouloir de plus en plus jouer à ce jeu. On parle souvent de Hikaru no Go comme un des shonen les plus parfaits en fait qui existent, et je suis totalement d'accord avec ce postulat. Le fait qu'il se situe à la 5ème place de mon classement, c'est à cause de ma subjectivité et de ce critère de la tâche que je vais pas avoir pour Hikaru no Go comme pour les 4 mangas du dessus, mais c'est vraiment une histoire
incroyable. On a ce personnage de Sai qui apporte un vrai plus au récit, et l'évolution d'Hikaru aussi va nous surprendre avec ses différentes rivalités avec d'autres joueurs du même âge que lui qui vont vouloir eux aussi tirer leur épingle du jeu dans le monde du Go. Au dessin, j'ai mis un 12,5 sur 15. J'ai également mis un 12,5 sur 15 pour l'écriture. J'ai mis un 8 sur 10 au scénario que je trouve très intelligent, d'arriver à convaincre les lecteurs de lire un manga sur le Go alors que c'est pas un sujet de prédilection de grand monde. Et un 6,5 sur 10 pour la tâche que j'ai pour ce titre. Ce qui nous amène donc à un résultat de 39,5 sur 50. Au pied du podium, on retrouve Naruto. Je vais pas vous représenter Naruto, c'est écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, édité chez Kana. On a 72 tomes en tout pour une série qui est terminée. Ça fait partie du Big Three de l'époque avec One Piece et Bleach, et c'est l'un des mangas les plus importants de sa génération. Moi, j'ai passé mon adolescence à lire Naruto chaque semaine. J'avais fait une pause à l'époque parce que la grande guerre des ninjas m'avait un peu moins passionné. Et puis il y a environ 5-6 ans, j'ai re-regardé tout l'animé pour pouvoir enfin savoir quelle était la fin. Dans Naruto, on va suivre le personnage de Naruto qui est un apprenti ninja qui abrite en lui un démon aux 9 queues et qui à cause de ça va subir les brimades de ses camarades et être un petit peu isolé. Surtout qu'il est orphelin, ses deux parents sont morts, et qu'il semble au début de l'histoire avoir quelques lacunes à l'école par rapport à ses camarades de classe. Naruto, c'est une aventure tout simplement extraordinaire. Je pense que parmi vous qui me regardez, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être commencé même avec Naruto. Et c'est d'ailleurs l'un des mangas les plus vendus en France, et je pense qu'il y a une raison à cela. C'est que c'est aussi l'un des mangas les plus accessibles à n'importe quel âge. Et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus pour justifier cette 4e place. Ce sera un 10 sur 15 pour le dessin, qui est pas la grande force de Naruto, même si ça s'améliore au fil des tomes. Un 12,5 sur 15 pour l'écriture. Un 8 sur 10 pour le scénario avec Naruto et Naruto Shippuden. On va avoir des arcs absolument sublimes. Et un 9 sur 10 pour la tâche, comme je vous l'ai dit. C'est un manga avec lequel j'ai grandi, donc ça a forcément son importance. Ce qui nous fera un total de 39,5 sur 50. J'ai classé l'inclassable à la 3e place, Dragon Ball, dans cette magnifique pastel édition. C'est un manga de Akira Toriyama, édité chez Glénat, et terminé en 42 tomes dans cette édition. Bon, pareil que pour Naruto, je vais passer très vite sur ce qu'est Dragon Ball. C'est l'histoire de Sangoku, qui est un jeune homme très très fort, qui va croiser la route de Bulma, qui est à la recherche des Dragon Ball. Il y en a 7 qui sont éparpillés dans le monde, et au bout de 7 Dragon Ball rassemblés, on peut invoquer un dragon qui s'appelle Shenron, qui va réaliser un de nos vœux. Dragon Ball, c'est le papa du shonen neketsu. C'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. J'avais un livre de Dragon Ball entre mes mains quand je savais même pas encore lire. J'ai regardé l'animé un nombre de fois incalculable, et j'ai dû relire le manga bonne trentaine, quarantaine, voire cinquantaine de fois. C'est un manga légendaire, tout simplement, l'un de mes mangas préférés. J'ai même du mal à le classer, là je l'ai classé encore une fois, mais pour moi ça devrait même pas être dans un classement. Si vous n'avez encore jamais lu Dragon Ball, je vous conseille vraiment de le faire, parce que vous allez comprendre comment d'autres mangas sont nés après lui, et surtout à quel point pour moi en tout cas ça n'a pas vieilli aujourd'hui. J'ai mis un 11 sur 15 pour le dessin, un 12,5 sur 15 pour l'écriture, un 7 sur 10 pour le scénario et un 9,5 sur 10 pour la tâche, ce qui nous fait un total de 40 points sur 50. Médaille d'argent pour Full Metal Alchemist dans cette magnifique édition perfecte. C'est écrit et dessiné par Hiromu Arakawa. C'est terminé dans cette édition en 18 tomes. Dans la petite standard, il me semble que c'était 27 tomes. Et c'est édité chez Kurokawa. On va suivre deux frères, Edouard et Alphonse, qui sont des alchimistes. Et on va s'apercevoir que Alphonse est une armure. Et Edouard a un bras et une jambe en moins. On va se demander mais pourquoi ces enfants sont déjà si estropiés. Ça vient du fait qu'ils sont alchimistes et qu'ils ont tenté de ramener à la vie leur mère qui venait de mourir. Sauf que l'une des règles en alchimie, c'est de ne pas tenter de créer un humain. Et surtout cette règle d'échange équivalent. Donc en ayant tenté de recréer un humain, on est obligé de donner une partie de soi, qui fait que Alphonse a donné son corps et Edouard a donné son bras et sa jambe. Pareil, Full Metal Alchemist, c'est l'un des mangas de mon adolescence aussi. Je lisais les chapitres tous les mois. C'était un événement à chaque fois qu'il y avait un chapitre de Full Metal, parce que tous les chapitres sont exceptionnels. On parlait tout à l'heure de Hikaru no Go, qui est le shonen parfait. Pour moi, mon shonen parfait, c'est Full Metal Alchemist. Je trouve qu'il y a aucune fausse note du début à la fin. Le classement en première position parce qu'il y a un shonen au-dessus pour lequel j'ai encore plus d'attache, mais c'est un manga que j'adore. J'ai adoré l'animé Brotherhood. J'avais l'édition standard à la base que j'ai revendue pour acheter cette magnifique perfect. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai d'ailleurs pas beaucoup refait par la suite, mais là ça valait vraiment le coup vu la qualité de cette édition. Et c'est un manga que je peux me lire et me relire sans problème. J'ai d'ailleurs relu cette année avec un confort de lecture très particulier. Bref, pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre, Full Metal Alchemist. Si vous n'avez pas encore passé le pas, allez-y.
ça va vous plaire, c'est sûr. J'ai mis un 11 sur 15 pour le dessin, un 13 sur 15 pour l'écriture, un 8 sur 10 pour le scénario et un 9,5 sur 10 pour la tâche, qui nous fait un total de 41 points et demi sur 50. Bon, la première place, vous vous en doutiez peut-être un petit peu, mais je pouvais pas ne pas mettre One Piece, qui est vraiment le manga de ma vie, en fait, qui m'a suivi toute ma vie, vu sa longueur en même temps, c'est pas très étonnant. C'est édité chez Glénat, c'est écrit et dessiné par Eiichiro Oda, et c'est actuellement en 108 tomes sortis en France. Et contrairement au manga d'avant, c'est pas fini, et je pense que c'est loin d'être fini, même si l'auteur dit à chaque fois que ça va finir dans 5 ans. J'y crois pas trop pour l'instant. Je vais passer assez rapidement sur l'histoire, c'est l'histoire de Luffy, qui est un jeune homme qui a mangé le fruit du démon de l'élasticité, qui lui permet de rendre son corps élastique, et lui son but ça va être de trouver le One Piece, le grand trésor caché par Goldie Roger, celui qui a été considéré avant sa mort comme le seigneur des pirates. Et de là va démarrer l'une des plus grandes aventures qu'on ait pu voir dans un manga. Luffy va se constituer un équipage pour pouvoir atteindre son objectif, qui est de trouver le One Piece. J'ai dû commencer à regarder One Piece à l'âge de 13-14 ans, et je me suis très rapidement mis à jour en un été. Je me rappelle où j'avais binge-watché tous les épisodes de One Piece qui étaient sortis. Il y en avait quand même beaucoup moins à l'époque. Et c'est encore le seul manga aujourd'hui que je lis toutes les semaines. Je me dis que le jour où One Piece va se terminer, ça va me faire bizarre, parce qu'au final j'ai vécu plus d'années dans ma vie en connaissant One Piece que sans connaître One Piece. Et j'ai développé cette habitude à chaque week-end d'avoir mon chapitre de One Piece. Et surtout, c'est devenu une vraie passion pour moi. J'ai un nombre de goodies incalculable de One Piece. Je regarde des vidéos théories de One Piece toutes les semaines. Et c'est un manga qui m'a appris tellement dans ma vie aussi, des valeurs qu'il véhicule au niveau de cette grande qualité de Luffy qui est l'optimisme, la positivité que j'essaye de mettre en œuvre aussi dans ma vie de tous les jours, que je ne peux pas mettre un autre manga à la première place de mon top shonen. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes fan de One Piece, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça restera le manga qui a le plus marqué ma vie, je pense. Et ça m'étonnerait qu'un manga le surpasse à ce niveau-là un jour, même si, vous le savez, mon numéro 1 c'est Kingdom, qui a Space Brothers aussi. Mais au niveau de la tâche, au niveau des émotions que j'ai pu ressentir en lisant One Piece, en regardant One Piece, il n'y a jamais un autre manga qui m'a procuré ça. Donc tout simplement, vive One Piece. Au niveau des notes, j'ai mis un 10,5 sur 15 au dessin, un 13,5 sur 15 pour l'écriture. Je trouve ça incroyable dans One Piece, le nombre de choses que Eiichiro Oda avait prévues à l'avance, même si parfois ça peut paraître un petit peu téléphoné. Je trouve qu'il a quand même très bien construit son manga. J'ai mis un 8 sur 10 pour le scénario et la note parfaite de 10 sur 10 pour la tâche, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun manga qui surpasse One Piece pour moi à ce niveau-là. Ça nous fait un total de 42 points sur 50 à la première position. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce top 15 shonen. Je sais que c'était assez classique, mais ça représente bien mes goûts. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top à vous shonen, s'il y a des shonen que vous me recommandez de lire, bon, sachant bien sûr que je vais pas me plonger maintenant dans une série qui fait 50 ou 60 tomes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut!